Encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission. J'ai sur ce plateau 4 invités. Monsieur Bamba Faon, directeur d'une institution de microfinance à Abidjan. Bonsoir, Monsieur Bamba. Bonsoir. Heureux de vous retrouver sur notre plateau pour la seconde fois. Merci. Juste en face de lui, nous avons Monsieur Salomon Maotodi, expert en géopolitique. Monsieur Maotodi, la géopolitique, c'est quoi justement? La géopolitique. Une idée? C'est la politique liée à la géographie, c'est ça? Oui, liée à la géographie, mais en fait, la géopolitique tente de décrypter les enjeux, que ce soit enjeux géoéconomiques, géopolitiques, sur un territoire bien donné. Avec nous avons notre ami Joël Agoli qui m'accompagne dans cette émission en qualité de journaliste chroniqueur. Et juste en face de Joël, nous recevons Monsieur Adama Coulibaly, plus connu en Côte d'Ivoire sous le nom de Arantes Bonali. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Annick Assemia, l'artiste Annick Assemia. Mesdames et messieurs, le décor est implanté. Bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Comme Abidjan, la majorité des grandes villes africaines est confrontée au problème de cherté du loyer. Une situation qui occupe et préoccupe les médias africains dans un contexte de libéralisme économique où locataires et propriétaires sont victimes de la loi de l'offre et de la demande. Alors, Monsieur Salomon Maotodi, on constate que de plus en plus, il est difficile de se loger dans les grandes villes africaines. Abidjan n'en demeure pas un reste. Oui, lorsque nous regardons les villes africaines, ce que nous pouvons noter effectivement, c'est la population fuit la pauvreté rurale. En pensant qu'en ville, on peut trouver la solution. Donc, généralement, vous verrez qu'il y a une croissance spectaculaire au niveau des grandes villes en Afrique. Et puis, l'autre chose qui montre effectivement qu'il y a ce déséquilibre, c'est qu'il n'y a pas une bonne politique qui accompagne effectivement le développement des grandes villes. Vous allez demander aux autorités ivoiriennes, aux autorités béninoises, la capitale, il y a combien d'habitants dans une capitale? Ils vont vous dire environ 6 millions, environ 5 millions, environ 2 millions. Donc si nous n'avons pas les données, il va sans dire qu'il ne va pas avoir une bonne politique de logement. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que les plans d'urbanisme de nos villes étaient tracés liés à cela à l'époque des indépendances, M. Bamba? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il a touché du bois un premier problème, c'est le problème de l'accroissement très rapide des populations urbaines. Je crois que c'est un phénomène qu'on observe partout en Afrique. L'Afrique s'urbanise et l'Afrique s'urbanise à grande vitesse. Et naturellement, nous sommes un continent, je n'ose pas dire pauvre, un continent en voie d'émergence, et donc qui a des ressources extrêmement limitées, qui est obligé de répartir ses ressources entre de nombreuses priorités, parmi lesquelles la santé, l'éducation, la culture et notamment le logement. Et donc, lorsque les populations se déplacent de façon aussi massive vers les villes, je crois que la solution, c'est d'aller vraiment à la racine du problème. C'est-à-dire aller voir pourquoi est-ce qu'il y a donc, ce qu'on appelle l'exode rural, pourquoi est-ce que les populations se déplacent aussi massivement vers les villes, et en conséquence, essayer de trouver des activités économiques, sociales, culturelles, qui tendent à maintenir les populations, comme on appelle, donc dans les zones rurales, ou tout au moins dans les petites villes. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Et tous les gouvernements africains y sont confrontés. Et je pense que la solution ne viendra pas uniquement que des gouvernements. Oui. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut que les élites économiques, les élites culturelles, les élites sportives, etc. s'impliquent parce que ça permettra effectivement de trouver une solution globale au problème. Alors, monsieur Arantes, est-ce que au niveau de la Côte d'Ivoire, quand je veux prendre les situations difficiles qu'ont connu le pays, est-ce que ces situations-là n'ont pas impacté négativement sur le problème de l'immobilier? Non, en fait, déjà le problème était là avant la crise ivoirienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas développé trop des pôles économiques. Tout est à Abidjan.
Si aujourd'hui, Mans avait chose, comme on a été un pôle économique, il allait avoir une bonne population à Mans, à Korogo, à Bengourou, Bondoukou, etc. Mais on a tout fait à Abidjan. Zone industrielle de Koumassi, zone industrielle de Yopougon, zone industrielle de Vridi. Donc ça fait que tout le monde veut venir à Abidjan. Et donc déjà, la cherté du logement commence par là. Sinon, à l'intérieur du pays, moi je sais très bien qu'une bonne villa à l'intérieur du pays, tu peux même partir de 100 000 francs CFA. Mais 100 000 francs CFA à Abidjan, c'est pour avoir un studio. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une politique, selon vous, pour pouvoir en fait régulariser, réguler, je pense que tout cela, parlant des exigences au-delà de la normale, comme vous venez en fait d'évoquer avec les prix des cautions, de logement, tout cela, est-ce qu'il n'y a pas matière à y voir clair de ce côté-là, Joël? Il y a beaucoup à faire. Déjà, on peut commencer à réfléchir, le gouvernement peut réfléchir à organiser et à réglementer, bien entendu, le domaine pour qu'on n'ait plus de cautions exorbitantes. Mais il faut dire que, comme les interlocuteurs tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont dit, il y avait une crise. Il y a toujours une crise qui est liée au fait que l'exode rural, la concentration de l'activité économique et de l'activité politique dans une seule ville, fait que tout le monde vient dans cette ville. Et donc, il y avait déjà un problème qui s'est accentué, qui s'est aggravé avec la crise militaro-politique que nous avons connue. Aujourd'hui, bien entendu, le gouvernement a la responsabilité de trouver une solution, mais le problème est devenu tellement grave que je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On patauge. On essaie, mais on patauge. Puisque je m'amuse comme ça à dire souvent, sans vouloir faire de politique. Le président de la République, pendant sa campagne, avait dit qu'il s'installerait, la première chose qu'il ferait, une semaine après son accession à la présidence, c'était de s'installer à Yamoussoukro. Ben, ça fait quelques années qu'il est à Abidjan. Ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas possibilité de le faire. Il n'y a pas possibilité de le faire en ce moment. Parce que ce serait vraiment difficile de diriger un pays où 90% de l'activité se trouve à Abidjan et Yamoussoukro. Donc il faut qu'on commence, comme le disait Arantes Bounali, à créer des pôles de développement un peu partout pour que véritablement nous puissions désengorger les grandes villes. Il y a suffisamment d'espace, mais tout le monde est concentré dans un même endroit, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Cela crée un certain nombre de dérives. Vous allez voir qu'il y a des zones où on va avoir la même maison à 200 000 francs de loyer et d'autres où on aura 20 000 francs. Et cela profite à la surenchère, M. Lomba. Oui, mais je dis toujours, quand le problème se pose, il faut aller à la racine. Aujourd'hui, c'est juste une question d'offre et de demande. Je suis désolé, mais l'État, que peut faire l'État? L'État ne peut pas imposer le prix du loyer à quelqu'un. Mais pourtant au Sénégal, tout dernièrement, Macky Sall... Je suis désolé, ça ne marche pas. Voilà. Le Sénégal est en plein atterrissage. Parce qu'effectivement, avec la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de populations, beaucoup de cadres importants qui se sont déportés au Sénégal. Et effectivement, le prix du loyer avait pris l'ascenseur au Sénégal. J'ai été ahuri de voir les prix au Sénégal, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, effectivement, avec le repli de certaines populations, on se rend compte que les prix sont restés très hauts. Et naturellement, puisque c'était des expatriés qui le payaient, qu'il y a de moins en moins ces expatriés, effectivement, bon, ça pose un petit problème. Mais qu'est-ce qui a manqué? Parce que est-ce que déjà, d'abord, c'est pas salutaire, c'est pas courageux que déjà, en fait, au niveau du Sénégal, le gouvernement sénégalais puisse prendre une telle mesure? Oui, mais moi je pense que ce que j'ai dit, moi je suis pour... la réglementation ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout même pas. Ce n'est pas la réglementation qui va résoudre tous les problèmes. Quelqu'un qui construit sa maison, vous n'allez pas lui imposer, on ne va pas lui fixer le prix de son loyer. Il fera, en fonction de l'offre et de la demande, même à Abidjan, comment on appelle, le même appartement n'a pas le même prix à Abobo qu'aux deux plateaux. Pourquoi? Parce que c'est une question d'offre et de demande. Même dans le même palier, ils n'ont pas le même prix. Exactement. Vous comprenez? Voilà. Mais vous voyez, moi je fais ma maison, je veux faire 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Quelqu'un vient me voir pour dire que moi je vais payer 1 an. Ça, c'est quelle loi qui doit réglementer ça? C'est tout ça qui a fait exploser les trucs, parce qu'à un moment, Marcory, c'était ça. Parce que ceux qui venaient prendre la maison, ils te disent que je paye 2 ans.
il est dans la maison. Le propriétaire, ça se parle, hein, il a cette idée, il s'est dit que donc la prochaine maison, je vais demander plus de caution et puis j'ai la liquidité sous la main pour faire un autre business avant. Mais à la vérité, c'est ce que M. Bamba vient de dire tout à l'heure là, il y a beaucoup de demandes et il y a peu de maisons. Ça, c'est déjà une vérité. La deuxième, je le disais en riant un jour, j'ai dit non, pour arranger Abidjan, il faut faire sortir tout le monde d'Abidjan. On va bien arranger Abidjan et puis on va s'arrêter au corridor pour dire toi il faut rentrer, toi il faut sortir. Donc bref, c'était pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est qu'il nous faut. L'État a commencé avec des sociétés, les Sogefia et Sikoji, mais le privé est venu, l'État a essayé de libéraliser, mais le privé a mis la barre très haute et ça fait qu'il y a eu peu de maisons construites par rapport à la population qui s'est augmentée. Et à ce moment, un fonctionnaire, c'était presque tout un village qui venait. Il y a 2 fonctionnaires dans un village, il n'y a plus personne au village. Tout le monde vient chez les 2 personnes. Et ces personnes-là, il fallait trouver des maisons, dans les bidonvilles. Comment vous pouvez admettre qu'Abidjan, la seule ville, a 92 bidonvilles? Abidjan seul. Parce que tout le monde peut pas se loger dans des maisons et on va se loger avec le risque que le lendemain on se réveille, peut-être. Donc voilà la vérité. Même les chiffres donnés, chaque fois, vous allez voir que les chiffres sur les bidonvilles varient pour dire que c'est un véritable problème. Et moi, je rejoins M. Bamba pour dire qu'il faut attaquer le problème par la racine. Non seulement, c'est vrai, il faut décentraliser beaucoup d'activités, mais il faut trouver les moyens, les stratégies pour maintenir les jeunes à l'intérieur du pays, dans les villages, développer pour que celui-même, il est ingénieur, mais quand il cultive la terre, il est fier de cultiver la terre parce que les moyens et les facteurs sont réunis pour effectivement développer son activité et ne pas complexer. Vous allez dire, j'habite à Abidjan, je suis à Makori, et le même fonctionnaire, il est je ne sais pas, à Mans. Quand vous allez vous voir, on préfère considérer celui qui vient d'Abidjan, contrairement à celui qui exerce à Mans. Pourquoi? Parce que, bon, voici des réalités qu'il faut faire, il faut faire tomber effectivement pour que l'Ivoirien puisse savoir que le plus important, ce n'est pas de venir habiter dans les bidonvilles, Abidjan en disant je suis dans la grande ville. Vous arrivez à Dakar, comme vous êtes en train de dire, mais le problème, vous ne pouvez pas dire à un propriétaire, bon, vous devez faire louer votre maison à 50 000. Vous dites 50 000, quelqu'un vient et dit, bon, moi je vous donne 100 000. L'État fait quoi? Et moi je suis contre. Dans le libéralisme économique que moi je défends. La corruption, est-ce que c'est non, pas non, la c'est que je dis. Une fois que l'État a pris des mesures fermes. Non, non. Écoutez, moi je défends ce libéralisme économique pour dire qu'il faut faire jouer la concurrence. C'est-à-dire, si l'État met trop de règles, ça ne résout pas les problèmes. Il faut laisser le marché même réguler. C'est ce qui est important. Je pense que c'est les plus faibles économiquement qui... Dans cette économie de marché où on doit faire jouer la concurrence et tout ça, est-ce que vous pensez réellement que ce n'est pas parfois salutaire de ne pas s'adonner au libéralisme absolu? Non, dans certains domaines, ne faut-il pas que l'État essaie d'intervenir? Je vous donne un exemple. C'est quand même grave. Je vous donne un exemple. Lorsque les GSM étaient arrivés en Afrique, l'appel était à 1000 francs. La minute. Oui. La minute. Aujourd'hui, vous êtes à combien? 50 francs. Cela dépend de l'opérateur. Même si on vous dit 1 franc la seconde. 1 franc la seconde. Mais donc, c'est pour vous dire que quand ils ont vu qu'il y avait de la concurrence, chacun voulait proposer mieux. Aujourd'hui, d'autres font le malin sur le 3G. On vous annonce déjà que le 4G est déjà besoin. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce domaine-là, comment la concurrence va s'organiser? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons de... Il faut d'abord permettre aux investisseurs de s'installer. Aujourd'hui, il y a une grande opération marocaine qui vient d'arriver, dont je ne citerai pas. Mais le coût de ces maisons, moi, je ne pourrais pas... non, aucun opérateur sur place en Côte d'Ivoire était prêt à faire ce prix-là. Mais ils viennent déjà avec ce prix-là. Parce que pour eux, c'est l'État marocain qui est derrière, ainsi de suite. Ça va permettre à d'autres pour dire, ah, nous pouvons aller. Ce qui a fait que l'investissement a freiné, c'est quoi? C'est que la Côte d'Ivoire, à un moment, n'était pas un pays sécurisé. On ne pouvait pas venir mettre son argent dans une affaire et tu n'es pas sûr de t'en sortir. C'est ce qui a fait que les gens ne pouvaient pas mettre sur nous. Qui n'a pas envie d'investir en Côte d'Ivoire? C'est l'un des meilleurs pays au monde où les gens ont envie d'être à tout moment. Donc, mais malheureusement, la crise nous a tellement dit bonjour que personne ne voulait de nous. En tout cas, moi ce que je dis, personne ne dit qu'il faut laisser... Il ne s'agit pas de libéralisme sauvage. L'État peut... Voilà, l'État peut toujours intervenir. Moi, un des domaines dans lesquels l'État pourrait intervenir, par exemple, c'est à Abidjan, c'est le type de construction. Oui. On pourrait par exemple dire, parce qu'aujourd'hui,
les maisons individuelles, les villas individuelles, qu'est-ce que ça génère? Ça génère comment on appelle, un élargissement de la ville, une extension de la ville, de telle sorte que le problème de transport se pose. Parce que simplement, voilà. Alors que, en France à l'époque, on a parlé des bars, etc. L'État peut décider, par exemple, que dans telle zone, les constructions peuvent être à étage. De sorte qu'on puisse au moins loger plusieurs familles les unes sur les autres. Et là, c'est quelque chose que l'État peut faire en termes de réglementation. Mais je pense honnêtement. Et pas de cours communes à Cocody. Voilà, voilà, exactement. Et on va faire les cours communes où? À Bobo? Non, hors de Cocody. Alors, je pense que honnêtement, un des aspects de la politique du gouvernement actuel qui, je pense, peut donner des résultats extrêmement positifs, à long terme, c'est le logement. Le fait que les programmes de logement ne sont pas concentrés uniquement sur Abidjan. Aujourd'hui, les programmes de logement sont, on en trouve à Divo, à Man, etc. Impulsés par l'État. Je pense que par la suite, lorsque ces actions sont menées, le privé peut par la suite prendre le relais. Parce qu'en fait, c'est le rôle de l'État. Juste créer le cadre, l'impulsion, et ensuite le privé s'intègre. Parce que quelqu'un qui vient, un investisseur, parce que souvent aussi, je me frustre souvent, lorsqu'on parle encore d'investisseur, on imagine toujours que l'investisseur, c'est celui qui est avec un costume cravate qui descend à l'aéroport d'Abidjan. L'investisseur, c'est toi, c'est moi. Donc, on a beaucoup de frères ici qui ont de l'argent et qui s'évertissent à construire des villas à Abidjan. Mais ils peuvent aller construire à Man, ils peuvent aller construire à Bengourou, etc. Et qui pourraient être aussi tout à fait rentables. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont l'impression que, comment on appelle, il n'y a pas de pôle économique, il n'y a pas d'activité là-bas. Mais avec la politique que l'État mène, déjà en créant des conditions de logement décents dans des villes à l'intérieur du pays, automatiquement, ça donne l'envie aux gens de dire, bon, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller construire une belle villa à côté de la villa que l'État a construite? Exactement. Et donc, je pense que c'est une très belle initiative, il faut le reconnaître. Et la réglementation, je pense, devrait surtout, pour ce qui concerne Abidjan, être axée sur la façon dont l'urbanisation devrait se faire. Il n'est pas laisser les gens construire des petites villas, souvent dans la commune de Cocody, des villas sur 150 mètres carrés, des petites duplex sur 150 mètres carrés. Il n'y a même pas, c'est invivable, mais voilà, il n'y a pas d'air. Alors que l'espace qui est là peut être utilisé, on peut l'imposer aux opérateurs immobiliers pour dire, on fait des maisons rez-de-chaussée plus 3, plus 4. Et là, on pourrait gagner non seulement en espace, mais également aussi, on va réduire les coûts d'extension de la ville, les coûts de transport, on va réduire les coûts d'abonnement, etc., parce qu'il y a des choses... Voilà. Les coûts de Rivera Golf, voilà. Exactement. Moi, si tu permets, par rapport à ce que M. Bamba vient de dire, c'est bien. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes à moyen et long terme. Ce qu'il faudrait peut-être chercher à savoir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, maintenant? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont fondées, qui vont se faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la situation jusqu'à ce que ces mesures-là rentrent en vigueur? Quand vous regardez même les 3 années là, où il y a eu plus d'embauches à la fonction publique, c'est à l'éducation nationale. Parce que déjà, ce sont 14 000 fonctionnaires sur les 151 000. Mais je vous dis que tous ceux qui sont recrutés, on les amène à l'intérieur du pays. Avant, ils ne partaient pas à l'intérieur parce qu'il n'y avait même pas endroit pour se loger. Et c'était pénible. Tout le monde voulait être à Abidjan. Maintenant, ce gap-là a été... Non, on est en train de rattraper. Ils trouvent forcément une maison. Oui, ils trouvent maintenant une maison. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, non, je ne vais pas rentrer dans le procès de l'éducation nationale, mais c'est pour vous dire qu'il y a maintenant quelque chose... qui sont en train d'être... Exactement. Ça a commencé. Nous constatons, et notre analyse, ce qui est beaucoup plus intéressant là-dedans, ce n'est pas intéressé politiquement. Oui. Nous analysons la situation actuelle. Actuelle, il y a quelque chose qui se fait. Et ça devait se faire depuis longtemps, mais compte tenu d'autres priorités, pas toutes les priorités en Côte d'Ivoire. Hein. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, quand quelqu'un veut acheter, par exemple, une voiture d'occasion, comme souvent les critères sur lesquels on se base, on regarde généralement l'âge de la voiture. Est-ce que pour les logements aujourd'hui, que quelqu'un tu veux aménager quelque part dans un quartier, je pense que hormis le quartier, on ne pourrait pas aussi, en fait, jeter un regard sur l'ancienneté, la vestuté. Non, Paten, il y a deux choses qui diminuent rarement.
le prix du terrain et le prix des maisons. Plus ça augmente, plus ça vieillit, plus ça a de la valeur. Non, parce que Donc, tu ne peux pas. On a des quartiers, en fait, je dirais disons peut-être des quartiers de luxe à Abidjan, où on a aussi des maisons qui ont été construites depuis des années, je sais pas quoi, qui n'ont jamais été plus ou moins en termes d'urbanisme et d'assainissement, ont besoin d'être retouchées. Mais ce sont ces maisons-là, quand vous partez là-bas pour avoir au moins une 2 pièces ou 3 pièces, mais c'est des prix, bon, vraiment, je Il n'y dirais, a rien d'autre que de construire des maisons. Paten, Pour le je pense que pour moi, je dis, tant que nous devons comprendre que nous avons choisi l'option d'économie libérale. Conséquence, ce qui régule les choses, c'est l'offre et la demande. C'est tout. Tant que l'offre et la demande de logement est en défaveur de la demande, même l'État va difficilement influencer les choses. Je pense que la seule chose à faire, c'est de favoriser une politique d'investissement dans le logement. Investissement des entreprises dans le secteur immobilier, mais même les investissements des personnes physiques, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il a donné des chiffres qui, moi, tout de suite, je suis un homme d'affaires, me fait des chiffres dans la tête. Si on envoyait autant d'enseignants à l'intérieur du pays, il faut peut-être que je regarde dans mon village, il faut peut-être que je construis une petite maison et je viens. Juste pour vous dire, il y a une semaine, j'étais au village. Je suis allé rénover la maison familiale parce que simplement, mon village est devenu un département. Il faut maintenant des services départementaux. Et j'ai été contacté parce qu'une des maisons intéresse les services des eaux et forêts. Donc là, voilà comment on appelle. Ils sont arrivés. Il y a un vrai problème de logement, non seulement des fonctionnaires, mais également aussi des bureaux administratifs. Exactement. Donc ici, là, ce n'est plus, nous n'allons pas attendre que ce soit des sociétés qui viennent construire. Des cadres même de la région peuvent venir aussi investir. Donc je pense que quand on parle comment on appelle, de ces genres de problèmes, moi, j'ai toujours dit qu'il faut enlever le tir groupé sur l'État. Tout le monde a sa responsabilité. Les personnes physiques, les entreprises individuelles, les entreprises, les sociétés, mais les personnes ont leur responsabilité à assumer. Sinon, réguler, prendre des décisions. Le ministre peut prendre toutes les décisions qu'il veut. C'est lui qui a construit sa maison. Il a construit sa maison. Si, comme il a dit, on dit que dans ces quartiers, une des solutions pourrait être de dire, bon, ok, dans ces quartiers, le mètre carré du logement est à 5 000 francs. Vous le dites. J'ai dit, bon, dans ce cas, moi, je ne mets pas ma maison en logement. Bon, à vous en croire, la récente mesure du gouvernement pour réglementer les prix des terrains en Abidjan et ailleurs ne va rien donner. Non, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas. Je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas qu'est-ce qui a été pris comme on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais ne jugeons pas quelque chose qu'on n'a pas encore. Le mètre carré à peu près. Oui, mais tout à l'heure, M. Koulibaly disait que des entreprises dans le secteur immobilier sont venues de pays étrangers, notamment du Maroc. Oui. Il y a un travail préparatoire important que l'État a fait. L'État a préparé les terrains sur lesquels ces constructions sont faites ont été presque acquis par l'État et mis à leur disposition. Exactement. On parle tous les jours de paiement, de purge des droits coutumiers, etc. Donc c'est des choses que c'est le rôle que peut jouer l'État. Et je pense que l'État ne peut pas vraiment aller plus loin que ça. C'est de favoriser, comment on appelle, c'est de favoriser donc l'accès au terrain qui permet donc de faire des constructions. C'est de favoriser la propriété même des terres. Hein, on parle de titres fonciers ruraux. Ce n'est pas simplement le titre foncier, ce n'est pas uniquement pour l'agriculture, hein, mais c'est aussi que même aujourd'hui dans tous les petits villages, on commence à donner des lettres d'attribution. Le sous-préfet donne des lettres d'attribution aux lots qui sont donnés. Et ces lettres-là sont amenées à devenir peut-être des titres fonciers définitifs qui peuvent servir. Par exemple, donc, celui qui a dans un village un lot de 5-6 hectares peut non seulement en faire du champ de café cacao, mais peut, en collaboration ou avec l'appui d'une société immobilière, faire des constructions. Donc je pense que là, pour moi, la régulation c'est très important parce que ça permet un peu de maintenir un équilibre social, mais il faut toujours résoudre le problème de la demande à travers une impulsion de l'offre. Et puis si on attend tout de l'État, pour finir on ne pourra plus payer nos impôts parce qu'il faut que l'État puisse prélever sur nos revenus pour pouvoir investir. Ce que je veux dire, est-ce qu'apparemment tout le monde ne peut pas exercer le contrôle en même temps, nous-mêmes en tant que citoyens? Parce que souvent, en fait, c'est l'individu qui encourage en quelque sorte, je pense que cette surenchère que nous constatons, que nous remarquons. Il n'y a pas assez de maisons, c'est pour ça que le problème est là. C'est ce qu'on dit depuis. Il n'y a pas assez de maisons, c'est pour ça que le problème est là. Moi, je prends un exemple. Riyad,
Il y a les HLM, il y a plein de maisons. Ils sont développés que nous. Mais je vais vous dire une chose. Regardez, celui qui a vécu à Lyon, il peut vivre toute sa vie sans arriver à Paris. Oui. Celui qui a vécu à Toulouse peut vivre sans arriver à Marseille ni à Paris. Mais nous, ici, tant que tu n'as pas arrivé à Abidjan, c'est que tu n'as même pas vécu. Voilà le premier problème. Et c'est ça. Pour certaines démarches administratives, Tout est à Abidjan. Aujourd'hui, la politique de décentralisation des universités. Voilà. Mais mine de rien, c'est des actions extrêmement importantes. Construire une université à Mans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un ingénieur formé a passé au moins 5 années de sa vie à Mans. Oui. Celui-là ne serait pas gêné de continuer sa vie à Mans. C'est clair. Ne serait pas gêné s'il y a une possibilité d'emploi à Mans de rester à Mans. Mais lorsque tout est concentré à Abidjan, à l'époque avec la seule université qui était à Abidjan, et qu'on est obligé de venir à Abidjan pour faire ses études supérieures. Lorsqu'on finit, la première chose, c'est de chercher comment on appelle, un emploi. même lorsque vous êtes malade et que c'est sérieux, Oui. il faut venir les Non, sud mais- d'Abidjan. Et l'exemple est important parce que, regardez, toute la Côte d'Ivoire convergeait sur Abidjan quand tu arrives en terminale. Maintenant, tout le monde ne viendra plus à Abidjan. Ça, c'est déjà bon. Et deuxièmement, une université, il faut regarder, c'est presque, si c'est 100 personnes qui travaillent là-dedans, ça fait 100 villas. Et regardez ce que ça apporte à la ville. Voilà. Et c'est ceux-là, les hauts cadres de la ville. Hein. Parce que là-bas, quand tu es un cadre, on dit que tu es professeur d'université dans une ville de l'intérieur du pays, mais tu es un haut cadre. Mais même à Abidjan. Voilà, même à Abidjan. J'ai juste un mot. oui. Voilà. Je voulais, pour peut-être la première fois depuis le début de cet entretien, abonder dans le même sens que les trois autres invités. Merci beaucoup. Dire que... non, il faut un peu de rhétorique. Dire que la solution véritable, comme l'a dit M. Bamba, comme l'a dit Arantes et Mantodi, c'est de créer des pôles de développement, effectivement. Tant qu'on va abonder dans ce sens-là, on va résoudre beaucoup de problèmes. Je vais prendre un exemple un peu bête. Hein. Il a parlé tout à l'heure de ne pas tout confier à l'État. Dans l'État du Nevada, aux États-Unis, il y a une ville qu'on appelle Las Vegas. C'était au milieu du désert. C'était un endroit complètement vide, un désert. Il y a quelqu'un qu'on a taxé d'être un mafiosi, mais un immigré italien, qui a eu l'idée de construire le premier casino au milieu du désert. Et il a été accompagné par l'État, de telle sorte qu'il y ait des avantages fiscaux, un certain nombre de choses pour développer quelque chose là. Aujourd'hui, les casinos de Las Vegas sont cotés en bourse. Et donc, peut-être que ça devrait nous faire réfléchir. Peut-être qu'un jour, on va aller créer un pôle à Newfoundland. Non, mais ça serait une bonne ce qui chose. me plaît, c'est-à-dire que regardez un petit village comme Silicon Valley, qui est plus riche que 13 Voilà. États Voilà, d'Europe. exactement. Oui. Je ne parle pas de l'Afrique, hein. 13 États d'Europe. Silicon Valley. Voilà, Silicon Valley qui est un village. Regardez un village à côté de Los Angeles qu'on appelle Hollywood, Oui. Oui. où on fait du cinéma qui est Parce qu'on a deux décidé studios qu'on déjà devait même sont se plus riches que réunir toute là pour l'Afrique faire ça. réunie. Donc bref, non, c'est pour vous dire que c'est... Est-ce que ces exemples-là dont vous venez en fait de mentionner, de citer, on ne peut pas apparemment les mettre en pratique Pourquoi, chez nous, pourquoi on ne Sénégalais? pourrait Attendez, pas attendez. Pourquoi on ne pourrait pas C'est une question de décision de Je pense volonté. que honnêtement, l'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, est un continent où tout est prioritaire. Ouais. Et c'est ce que nous demandons à l'État. Il faut être réaliste, hein, parce que souvent on met l'État. L'État ne peut pas tout faire. Et les exemples, doit pas tout faire. Et doit pas tout faire même. Voilà. Tous ces exemples qu'on a donnés, c'est pour dire qu'en définitive, il faut encourager l'initiative privée. Voilà. Et lorsque tout le débat, depuis un certain temps, on parle de l'initiative privée, il faut encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, tout ce discours est tenu pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat. En définitive, c'est ça. Celui qui va créer, comment on appelle, dans un relais de GIS dans le désert, il va y installer, comment on appelle, un petit casino qui devient aujourd'hui Las Vegas qu'on connaît. Ben, c'est un individu. C'est l'initiative d'un individu. D'abord. Voilà, Un individu. d'un individu d'abord. Et ensuite, l'État peut l'accompagner, tout le monde fait. Mais c'est d'abord ça. Et ça, il faut que l'esprit d'entreprise soit véritablement promu dans nos pays. Et ce que moi je vais ajouter, je vais vraiment dans le sens de M. Bamba. Vous voyez, M. Bamba souffrait de ce que je vais dire. Si M. Bamba était un Français, un Américain, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, tout le monde, dès qu'on m'a dit M. Bamba, on m'a dit oui, c'est lui qui est dans la microfinance, mais demandez quelle est la promotion même qu'on fait, parce qu'il a bien souligné en disant, c'est vrai que l'investisseur viendra d'ailleurs.
Mais aussi, il faut encourager ceux-mêmes, les investisseurs locaux qui sont là, qui font des choses extraordinaires pour montrer effectivement qu'on peut le faire. Si j'ai un frère qui s'appelle Bamba qui l'a fait, ça veut dire qu'un frère Touré peut faire, un frère Dibé peut faire. Donc, encourager pour qu'on ne puisse pas attendre seulement de l'extérieur. Maintenant, moi, je voulais ajouter... Qui doit encourager? Moi, je voulais vous dire quelque chose. L'encouragement doit venir souvent même des corporations. Regardez, il y a un grand hôtel qui est en train de s'ouvrir sur le boulevard Latry. Quand on quitte le carrefour de la vie, en allant à gauche tout juste, au lycée technique, là, il y a un grand hôtel. Mais ça appartient à une mutuelle. Mutuelle de la police. Parce que quand la BAD a voulu faire ses assises en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de chambre. Quand on a fait investir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de chambre d'hôtel. Donc voilà, c'est pour vous dire que sur le sol à Abidjan, on ne peut pas dénombrer 2000 chambres 5 étoiles. Il n'y en a pas sur le sol d'Abidjan. Donc vous voyez, il y a un problème. Donc qu'est-ce que ces corporations ont fait? On dit que nous n'allons pas attendre de l'État parce que l'État, c'est pour l'État, l'hôtel Ivoire, c'est pour tant. Mais nous aussi, d'autres business, ils ont fait un hôtel qui va faire presque 500 chambres. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est d'encourager. Et des gens qui ont des fonds, il faut qu'ils apprennent à investir dans des choses. Maison ne pourrit pas. Je pense que faut le reconnaître. Depuis 2 ou 3 ans, l'État est en train de véritablement s'engager sur plusieurs fronts. Et honnêtement, je pense que c'est en tout cas de mon point de vue et jusqu'au plus loin que je puisse me souvenir arriver, il n'y a pas eu de stratégie aussi cohérente de développement. Quand souvent on le dit, on dit oh, vous voulez faire de la politique, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on sent une vraie politique cohérente qui intègre plusieurs choses à la fois. Premièrement, la formation des hommes. On a investi beaucoup dans la reconstruction des universités. Les gens ont critiqué les coûts que ça fait, mais moi, je dis que ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ces universités aient été construites et que d'autres universités sont prévues pour être construites dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Donc, la formation des hommes. Deuxièmement, ce sont les infrastructures. Oui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je suis allé, je disais tout à l'heure que j'étais à l'intérieur du pays, je suis allé à Mans, où il y a quelques 5 ans, lorsqu'on y allait, c'était vraiment le désastre. Aujourd'hui, ne serait-ce que par le fait que 5 ou 6 km de route de la ville ont été mis dans la ville, mais on sent la ville revivre. Oui. Donc les infrastructures, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est, comment on appelle, l'encouragement, l'appui ou le fait d'encourager l'initiative privée, les investissements. Aujourd'hui, on voit le CPC, on voit un certain nombre d'initiatives qui sont faites pour créer une société. Aujourd'hui, on vous lance un défi, on vous dit de créer le CPC vous dit que c'est 24 heures. En 15 000 francs. Exactement. Et donc, tous ces éléments-là, ce sont des choses mises ensemble qui font bouger un pays et qui, par la suite, impactent les différents secteurs sociaux comme le logement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si, comment on appelle, mais si à Gourou, pour aller à Bengourou, on dit que la route aujourd'hui est en train d'être faite. Je suis un investisseur. Ouais. Pourquoi voulez-vous que j'aille construire ou ouvrir une boutique à Bengourou si pour faire Abidjan à Bengourou, je dois mettre 8 heures ou 10 heures de temps? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc aujourd'hui, ce sont les infrastructures, c'est fondamental. C'est fondamental. Et je pense que c'est ce qui précède en fait tous les différents acteurs clés de l'économie, notamment le logement. Et c'est après cela que maintenant on peut dire, voilà, on a atteint l'émergence. Il y a un problème de mentalité au niveau de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine. Les jeunes ivoiriens, moi j'aimerais les regarder droit dans les yeux et puis leur dire, on vous a promis un certain nombre d'emplois. Vous ne les aurez pas si vous restez assis chez vous à la maison. Dans toutes les crises, il y a des opportunités et dans toutes les difficultés, il y a des possibilités. Donc, il faut partir de ce qu'on a pour penser quelque chose et puis certainement, on va réussir à faire quelque chose. Si vous restez chez vous à la maison, si vous ne pensez pas entreprendre, parce que c'est le cas aujourd'hui, on ne passe pas à entreprendre, l'Ivoirien a peur d'investir. Donc, si vous faites ça, on va toujours rester derrière quelques millions d'emplois qu'il y aura ne viendront pas à vous. Pas la fonction publique. Non, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Ouais. C'est de dire que les gens disent que quand le gouvernement promet 2 millions d'emplois en 5 ans, j'ai participé à une discussion il n'y a pas longtemps, depuis le président a dit qu'il va donner 2 millions d'emplois, on ne voit pas les 2 millions d'emplois. Parce que les gens s'imaginent que le ministre de l'Emploi
va chaque matin prendre son téléphone et puis dit, bon, écoutez, On a embauché mon ami Sylvie, Kwadio, ou bien Koulibaly, ou bien Bamba, il y a on vient d'avoir 2 emplois qui sont disponibles. Prends ton sac et tu viens occuper ce poste-là. Non. J'estime que quand l'État construit l'autoroute à Abidjan-Yamoussoukro, Ce pas des machines qui font. non, mais pour moi, je considère que c'est un message. Ouais. Ce n'est pas, il y a d'abord les emplois directs qui sont créés pour la construction, mais après, c'est fini. Mais l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro qui fait maintenant 1h30. Mais c'est un message pour le jeune qui est à Abidjan. On lui dit, tu peux aller faire une affaire à Yamoussoukro le matin et revenir dans la journée. Avec le C'est peu clair. que tu as. Nous marquons une pause et nous reviendrons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Tribune Actu et nous recevons sur notre plateau Annick Assemian. Annick Assemian, cela fait 40 ans qu'elle est dans le domaine de l'art et c'est avec honneur que nous la recevons sur notre plateau. Bonsoir Madame Annick. Bonsoir Pater. Comment cela a débuté? Eh bien, tout bonnement à 10 ans. À 10 ans déjà, j'allais à l'école des Beaux-Arts en France. Et puis j'y allais tous les jeudis et puis progressivement j'y suis allée tous les soirs et puis tous les jours. J'ai fini par être enseignante même pendant 20 ans à l'INSAC, à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan. Donc c'est toute une progression. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé, à inciter à embrasser cette carrière-là? Le Parce que je dessin, rappelle que vous l'envie êtes du poète, dessin. peintre, graveur, sculpteur. Ça fait beaucoup. Voilà. Mais tout ça, c'est par tranche de vie qu'on le devient. Moi, c'est surtout le dessin qui est à la base de toutes mes activités, puisque quand on va à l'école des Beaux-Arts, c'est pour apprendre à dessiner, c'est pour apprendre à peindre, à évoluer dans le monde des arts. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis construite. Vous avez commencé par quelle discipline? Parce que vous avez des œuvres en fait poétiques, de la gravure, des sculptures, aussi de la peinture. On admire un tableau maintenant sur notre écran. Alors vous avez commencé par quelle discipline? Je suis graveur de formation initiale, c'est-à-dire que quand on suit le cursus habituel, on a toujours du dessin académique et puis on choisit des disciplines. Et ça peut être l'architecture intérieure ou la peinture. Et moi, c'était la gravure, c'est-à-dire que c'est l'art de graver dans du métal ou dans du bois. Et puis de faire intervenir des acides et pour obtenir des estampes, soit de couleur ou en noir et blanc, mais des estampes assez fortes. Il y a des exemples, par exemple, dans mon catalogue que j'ai édité pour mes 40 ans de vie artistique. Tout à fait en haut, on peut voir une eau forte, c'est-à-dire une gravure imprimée dans le cuivre. Et puis, c'est l'ancien système de l'imprimerie. Il suffit de mettre un papier dessus, bien pressé, et puis on obtient à chaque fois des estampes, des œuvres originales, en plusieurs exemplaires toujours. La gravure, c'est ça. On a toujours plusieurs exemplaires de possibilités. Sur ce plateau, on a des moulages de certaines choses. Voilà, j'ai fait aussi de la céramique. Donc ici, vous avez la femme cuillère, en quelque sorte. C'est beaucoup la terre glaise qui est travaillée pour que les bulles s'en aillent et puis qu'on obtienne des formes qui nous intéressent, puisque ce sont des pièces qui vont au four. Alors qu'à côté, vous avez la maquette d'une sculpture qui est réalisée en béton. Et puis, en fait, elle est toute petite, mais la réalité finale, la pièce finale, elle mesure 1,10 m de haut. Elle s'appelle Perle de femme parce que dedans, j'ai beaucoup plus travaillé qu'évidemment ce personnage qui me donne l'élan, la direction à suivre. Et vraiment, vous voyez, ici j'ai une photo, je ne sais pas si on la verra bien, mais à l'intérieur de ce personnage qui est obtenu avec de la terre glaise, et puis beaucoup d'armature, je creuse des parties qui n'étaient pas forcément prévues dans la maquette pour qu'il y ait toujours un plus. Quand on est sculpteur, c'est pas pour faire d'après son petit modèle. Moi, souvent, j'attaque directement la matière et puis
ça évolue suivant l'inspiration. Mais avant de faire ces sculptures-là, en France, je faisais de la taille de pierre, vous voyez. Donc c'est pas du tout la même approche, parce que la taille de pierre, c'est un bloc de pierre, et puis on voit déjà le personnage. Enfin, à mon niveau, c'était comme ça. Je vois le personnage, et puis avec les burins, les marteaux, on attaque et on élimine la matière. Tandis que là, on la rajoute. Vous voyez, c'est tout un art. Alors, au niveau de la littérature, on remarque que vous vous intéressez à la littérature infantile. Voilà. Pour les enfants. Pourquoi c'est un choix que vous avez fait? Tout à fait. J'écris aussi pour les grandes personnes, mais c'est un sujet délicat. Ouais. Et j'ai même fait des dessins animés, mais pour les adultes aussi. Pour les enfants, effectivement, j'ai été éditée en 95, mais je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 85. Et c'est à partir de cette date-là que j'ai décidé de m'intéresser à la littérature pour enfants. Vraiment, j'en faisais en France, mais j'avais constaté dans les librairies ici qu'il n'y avait pas de livres sur des sujets africains, des personnages africains, des paysages africains. Et comme en France, je travaillais sur les fruits comme la pomme, j'avais plein de produits dérivés autour de ce thème. J'ai continué dans cette lancée ici en Côte d'Ivoire pour les mangues, les bananes, les ananas, les noix de coco. Et pour moi, c'était un prétexte aussi au départ